Bien, il est 10 heures, bonjour à tous. Dans le cadre de ce cours sur les parfums de l'Antiquité et la production des parfums de l'Antiquité, j'ai aujourd'hui invité à mon séminaire Dominique Frère, qui, ces dernières années, s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette question pour la période archaïque, principalement pour la période étrusque. Dominique Frère est maître de conférence à l'Université de Lorient, et donc de Bretagne Sud. Il a fait une thèse de doctorat qui est déjà dans les origines du parfum et de notre sujet, puisqu'il s'agit d'un travail sur les aribales et les alabastres étrusco-corinthiens subgéométriques, fabriqués donc en Étrurie, thèse qu'il a soutenue en 1995, et il a accompagné ses recherches sur les vases par des travaux de terrain en participant aux fouilles d'un grand habitat étrusque à la Castelline, dans les monts au sud, enfin à l'ouest de Rome. Et c'est un habitat qui est occupé de façon très intense à partir de l'âge du bronze et jusqu'à la période romaine. Mais lui, bien entendu, vu sa spécialité, s'est particulièrement intéressé et a travaillé sur les niveaux de la période étrusque. Cette recherche n'a pas occupé tout son temps, puisqu'il a continué à travailler ensuite sur les vases étrusco-corinthiens, particulièrement ceux qui ont été trouvés en Gaule du Sud, c'est-à-dire autour de Marseille et de Montpellier. Et il s'est également intéressé aux collections de vases étrusques qui sont conservés dans les musées de l'ouest de la France. Il a publié un des volumes du Corpus Vasorum Antiquorum concernant Nantes, et il travaille, est en train d'achever un volume sur d'autres collections de musées, dont celui de Brest et de Laval. On voit donc que, tout en restant dans une période extrêmement bien délimitée, il a un intérêt assez vaste qui concerne au premier chef les parfums, et c'est pour ça qu'il est ici, mais aussi les divers contenus de ces vases qui peuvent être bien sûr des parfums, mais aussi des contenus alimentaires, voire des cosmétiques. Il a une compétence sur la céramique grecque et étrusque en Italie et en Gaule. Et dans cette optique, il a été à l'origine de deux programmes de l'Agence nationale de la recherche. Le premier qui s'appelle Peramo, qui avait pour but principal, avec un certain nombre de collègues, de faire des prélèvements dans des vases, principalement de la période archaïque, conservés et trouvés en Italie, en Sardaigne, en Afrique du Nord. Et grâce aux analyses qui ont été effectuées par Nicolas Garnier, que j'avais invité il y a 15 jours, on a une meilleure idée, et Nicolas vous l'a montré, des contenus de ces vases. Alors, bien entendu, ces contenus sont à discuter entre les chimistes et les archéologues, et c'est un des points que nous aborderons après l'exposé de Dominique Frère, mais il est évident que ça fait beaucoup progresser notre connaissance et notre compréhension à la fois de l'usage de ces vases et bien sûr des trafics commerciaux qui sont derrière. Le programme qu'il a initié plus récemment, qui s'appelle Magie, se consacrera et se consacre plutôt vers d'autres types d'analyses en élargissant la palette, notamment aux contenus alimentaires. Alors, tous ces programmes ont déjà donné lieu à un certain nombre de publications. Il avait, il y a quelques années, avec Lydia Boudiou et Véronique Mel,
publié un ouvrage collectif qui s'appelait Parfums et odeurs dans l'Antiquité aux presses universitaires de Rennes, paru en 2008, et j'ai eu déjà l'occasion de citer à plusieurs reprises des articles publiés dans cet ouvrage excellent. Et il vient de publier avec Laurent Hugo le recueil des travaux qui ont été faits en partie dans le cadre de ce programme Peramo et en associant aussi d'autres chercheurs. Cet ouvrage vient de paraître également aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle donc « Les huiles parfumées en Méditerranée occidentale et en Gaule », 8e siècle avant Jésus-Christ, 8e siècle après Jésus-Christ, donc une palette très large. C'est un ouvrage donc publié dans l'ouest de la France, mais aussi avec le soutien du Centre Jean Bérard, c'est-à-dire montrer à la fois ce lien un peu curieux entre la Bretagne et l'Italie, mais ce lien est directement fait par les auteurs de cette publication, en tout cas les directeurs de cette publication, qui ont su rassembler un grand nombre de contributions qui font le point sur des découvertes anciennes, comme par exemple la fameuse tombe de Saint-Médard-des-Prés, que j'ai eu l'occasion de citer la semaine dernière, mais aussi des découvertes plus récentes, comme celle de Chiusi. Bref, comme vous le voyez, Dominique Frère est parfaitement dans le cœur du sujet. Il va donc nous présenter l'état de ses recherches à l'heure actuelle, et nous ferons ensuite une petite pause et nous entamerons une discussion sur des points qu'il aura laissés dans l'ombre, ou en tout cas qu'il n'aura pas eu le temps de développer et sur lesquels je compte bien l'interroger. Je lui laisse la parole. Bien, je te remercie. Alors, quand on parle de l'époque archaïque, on parle évidemment d'une période très précise qui s'étale du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, jusque dans les années 490-480. Mais la première image que je vous montre est un peu anachronique par rapport à cette période, puisque c'est une célèbre fresque de la Villa Farnesina de Rome. Célèbre fresque parce que elle est utilisée comme illustration de nombre d'ouvrages sur le parfum antique. Et en effet, nous voyons une jeune femme. Ce qui m'intéresse ici dans cette image, c'est la gestuelle de cette jeune femme qui est en train d'emplir un petit vase à parfum. Donc ce qui m'intéresse, c'est la gestuelle. Cette jeune femme soit est en train de fabriquer elle-même son parfum, soit est en train d'emplir un vase à parfum, donc à l'aide d'une petite cruche, donc que l'on voit ici. Et ces deux vases qu'elle manipule, cette petite cruche qu'elle tient entre le pouce et l'index, on pourrait l'appeler une olpée, c'est-à-dire exactement le type de vase verseur que l'on utilise depuis l'époque archaïque et sans doute justement pour la fabrication des parfums. Donc nous avons un véritable fil conducteur entre l'époque archaïque et l'époque romaine. Même fil conducteur pour cet autre vase, donc que vous voyez ici, donc elle tient de l'autre main, que vous voyez très bien dans le creux de sa main. Nous avons ici une forme d'alabastre, c'est-à-dire exactement le type de petit vase dont je vais amplement vous parler tout à l'heure. Donc nous voyons ce lien qui existe entre l'époque, nous franchissons les siècles, entre l'époque archaïque et l'époque romaine, et lien qui concerne évidemment les formes des vases. Nous avons, évidemment, malgré des évolutions techniques, comme vous en a parlé déjà Jean-Pierre Brun, par exemple l'invention du verre soufflé, malgré les inventions techniques, nous avons véritablement une continuité en ce qui concerne les formes de vases, mais nous allons voir aussi certaines pratiques culturelles. Et ces formes de vases, c'est justement cela qui m'intéresse, apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ et elles accompagnent évidemment de nouvelles pratiques culturelles. Alors, voici ce type de petit vase qu'on peut appeler aribal, alabastre. Je vous parlerai tout à l'heure des inscriptions qui figurent sur ces petits vases et comme inscription, on retrouve les termes de l'équitos, ascos, c'est-à-dire des termes qui désignent en fait à l'origine donc des petites outres en cuir, l'équitos et ascos. Mais nous avons depuis le XIXe siècle donc un vocabulaire qu'on peut qualifier un vocabulaire archéologique et donc on appelle ces vases aribal, alabastre ou lécite. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous voyez que c'est des vases de petite dimension qui tiennent très bien dans le creux de la main, que l'on peut...
D'accord. Ah oui. Donc que l'on peut boucher à l'aide du pouce et agiter, donc pour mélanger le contenu. Et nous verrons justement, quand je vais vous parler d'iconographie, que ce type de petit vase donc, pouvait accompagner donc, le citoyen athénien, le citoyen corinthien, dans nombre de ses déplacements quotidiens, mais ce genre de petit vase était aussi l'objet quotidien d'un Étrusque, mais aussi, nous verrons, par exemple, d'un Phénicien. Donc le 8e siècle. À partir du 8e siècle apparaît ce qu'on pourrait appeler la Méditerranée des Arybales et Alabastres. Alors c'est aussi l'époque où donc se diffusent aussi en Méditerranée ces grands conteneurs que sont les amphores. Les amphores qui contiennent en particulier de l'huile et du vin. Et c'est aussi l'époque où se diffusent donc ces petits objets qui sont pour la plupart en céramique, mais pas seulement en céramique, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais qui contiennent ce que l'on pense être du parfum. Et vous voyez que ces petits vases donc, sont diffusés dans toute une partie de la Méditerranée orientale, jusqu'à la Méditerranée occidentale, jusqu'à l'Espagne, et nous en avons aussi des exemplaires en Gaule du Sud. Peu nombreux, mais ils sont bel et bien présents en Gaule du Sud, nous en avons en Afrique du Nord, en particulier à Carthage, et dans toutes les zones colonisées par les Grecs, dans toutes les zones étrusques ou étrusquisées, mais aussi dans les zones qu'on pourrait qualifier de phénico-puniques. Donc, nous sommes dans le contexte ici d'un véritable changement économique. Ici, justement, un changement économique qu'il faut tenter d'identifier. De quoi s'agit-il? Quand on parle du commerce de ces petits vases à parfum, est-ce que ce sont les vases qui étaient livrés pour eux-mêmes ou est-ce que c'est leur contenu qui était à l'origine de ce commerce? C'est ce qui va particulièrement nous intéresser. Alors, ces petits vases de l'époque archaïque ont fait l'objet de nombreuses études. Et là, je vous présente donc une étude récente, celle de Fabienne Coudin, qui vient de publier cet article sur les Arybales laconiens. Et vous voyez donc sur cette planche une évolution chronologique d'un type d'Arybale bien défini, ce sont les Arybales laconiens. Eh bien, malgré ce que l'on pourrait dire sur le fait que les Spartiates ne se parfumaient pas, il y avait pourtant à l'époque archaïque une production de petits vases à parfum, donc on appelle les vases laconiens. Et vous voyez que cette production commence dans la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ et elle cesse donc dans le 3e quart du 6e siècle. Mais je cite Fabienne Coudin qui nous dit « La céramique laconienne ne forme qu'une série secondaire de l'époque archaïque qui se place numériquement loin derrière les séries corinthiennes et attiques. Bref, la production de vases laconiens est une production de faible ampleur. Nous avons par contre des productions massives. On peut vraiment les qualifier de productions massives. Alors je vous montre ce tableau, ici, ce tableau de synthèse, ce tableau simplifié, où nous pouvons identifier deux productions massives, celle de Corinthe. Voici l'évolution des formes dans les ateliers corinthiens du milieu du 7e siècle, vers 650, jusque dans le 3e quart du 6e siècle. Donc, production massive de ces ateliers corinthiens. Autre production massive qui a fait l'objet de très nombreuses études, la production attique, Athènes et sa région. Et là, à Athènes, nous voyons naître une forme qu'on appelle le lécite, qui naît, vous voyez, dans le premier tiers du VIe siècle avant Jésus-Christ, sauf que cette production de lécite devient véritablement massive à partir des années 540-530. Ils vont avoir une production de lécite, puis de lécite arybalisque, pendant tout le Ve siècle et même au-delà. Alors faisons bien attention à la chronologie. Vous pouvez vous apercevoir que ces petits contenants corinthiens cessent d'être produits, du moins d'être produits massivement. Il en existera toujours, mais ils ne seront plus produits massivement, donc à partir du 3e quart du 6e siècle. C'est ce que l'on voit ici. À l'époque même où, je vous l'ai dit, vers 540-530, les lécites attiques, eux, sont produits de manière massive. Donc on a pu parler de véritable concurrence, de véritable phénomène économique de concurrence, où les ateliers attiques s'imposeraient à l'échelle d'une grande partie de la Méditerranée et entraîneraient la fin de la production massive des ateliers corinthiens. Alors évidemment, quand on parle de concurrence, du coup, on parle de concurrence entre quel et quel produit? S'agit-il de l'huile parfumée d'Athènes et de sa région qui devient prédominante
et qui entraîne la disparition, ou pas la disparition, mais la raréfaction de l'huile parfumée produite à Corinthe. Donc, nous nous intéressons à cette question. Mais il y a une troisième production massive, et qui est quand même étonnante. C'est celle des ateliers étrusques. Là, pour l'instant, je ne vous ai parlé que d'ateliers grecs. La Laconie, Corinthe, l'Attique. Bien, nous avons en Étrurie, en Italie centrale, à partir donc des années 640-630, là aussi une production massive de petits vases à parfum. Et cette production massive, comme à Corinthe, va se poursuivre jusque vers le milieu du VIe siècle. C'est-à-dire que, pour raisonner comme les anciens, nous avons à peu près 3 générations de production de vases à parfum et donc sans doute d'huile parfumée en Étrurie. Alors on parle pour ces ateliers étrusques d'ateliers étrusco-corinthiens, puisque les formes sont d'imitation corinthienne, et il s'agit d'artisans corinthiens qui sont venus s'installer en Italie centrale et qui ont fondé des ateliers en Italie centrale. Mais vous comprenez bien de quel type d'artisans parle-t-on? Il y a les potiers, bien sûr, et ça on en est sûr, mais n'y a-t-il pas aussi les parfumeurs qui, de Corinthe, sont venus s'installer en Étrurie? Alors en fait, quand on parle d'ateliers étrusco-corinthiens, on simplifie les choses, parce que même si l'image est petite, vous pouvez constater qu'il y a en Étrurie des formes extrêmement originales qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Regardez-les bien parce que elles jouent un rôle important. Vous avez ce type de petites bouteilles qu'on appelle des alabastres à fond plat et qu'on ne connaît nulle part ailleurs qu'en Étrurie. Vous avez des alabastres carénés, de belles formes d'alabastres carénés qu'on ne connaît nulle part qu'en Étrurie. Vous avez aussi ce qu'on appelle des alabastres pointus, ici. C'est-à-dire nous avons une vaste gamme de formes extrêmement originales qui naissent en Étrurie. Et nous verrons que les modèles donc, de ces formes sont à chercher, pas seulement du côté du monde corinthien, mais aussi du côté du monde levantin et du côté du monde chypriote. Alors, évidemment, tout le problème, quand on parle de concurrence économique, quand on parle de l'installation de parfumeurs en Étrurie, tout le problème pour nous, puisque nous avons l'emballage, les vases eux-mêmes, comme ils sont en céramique, vous savez que la céramique c'est pratiquement indestructible, même si on casse un vase, il en reste les tessons qui sont identifiés donc, par les archéologues, mais ce qui nous manque c'est le contenu. Le contenu, aucun de ces vases n'a été livré aux archéologues plein. On n'a jamais retrouvé un vase bouché et plein, donc ils sont tous vides. Et d'apparence, nous n'avons aucune trace visible ou olfactive du contenu de ces vases en céramique. Donc nous avons l'emballage, mais que contenait-il? Est-ce qu'il contenait vraiment du parfum ou est-ce qu'il ne pouvait pas contenir un autre produit organique? Alors heureusement, pour répondre à cette question, nous avons pour l'époque archaïque de nombreuses sources. Nous avons les sources textuelles, parce que l'époque archaïque, c'est quand même l'entrée dans l'histoire. C'est d'abord les premiers textes, et en particulier les textes d'Homère et les textes d'Hésiode. Mais nous avons aussi, pour toute l'époque archaïque, ceux qu'on appelle les poètes lyriques, et qui nous donnent beaucoup d'informations sur le statut du parfum et sur l'usage du parfum. Il y a eu de nombreuses études de fait depuis le XIXe siècle, donc à partir de ces sources littéraires. Donc je n'entrerai pas dans les détails, mais ce qui m'intéresse ici, c'est le statut du parfum. Le parfum a une dimension olfactive, bien entendu, mais pas seulement olfactive. Il y a une autre dimension qui est très importante, c'est celle de la luminosité. Et ça, c'est très très important. S'il y avait un grec ou un étrusque du 7e siècle parmi vous, je pourrais non seulement le sentir tout de suite, mais le voir tout de suite, car il aurait les cheveux enduits de parfum. Pas forcément dans la vie quotidienne, mais dans le cadre de certaines occasions. Il y a les cheveux enduits de parfum, il y a cette dimension visuelle aussi qui est très importante. Et le parfum ou l'huile parfumée ne sert pas seulement à enduire les cheveux, la poitrine, mais il sert aussi, ça c'est très important, à enduire les statues cultuelles, à enduire les pierres sacrées. Donc, dimension ici qui est très importante de cette huile parfumée qui ne sert pas seulement donc pour les soins du corps ou la beauté du corps, mais qui sert aussi à enduire les statues cultuelles et les pierres sacrées.
Alors les sources textuelles, évidemment, qui sont très importantes pour nous. Les sources épigraphiques. Nous avons un grand nombre d'inscriptions donc, sur ces vases à parfum. Mais ces sources épigraphiques sont très nombreuses au 7e siècle et elles se raréfient au 6e siècle. Donc nous avons des sources très importantes, mais véritablement localisées dans le temps. 7e siècle et une partie du 6e siècle. Nous avons heureusement des sources iconographiques très nombreuses sur les vases peints d'Athènes à partir de 540 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, et là, ce n'est sans doute pas une coïncidence, au moment où les inscriptions sur les vases à parfum se raréfient, nous voyons les vases à parfum mis en scène dans l'iconographie. Donc, iconographie d'Athènes, mais aussi iconographie étrusque, ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Et là aussi, nous avons une mise en scène des vases à parfum à partir de 540 avant Jésus-Christ. Et enfin, les sources archéologiques, évidemment, qui sont très nombreuses, les contextes archéologiques. Les contextes archéologiques, c'est d'abord et avant tout les tombes, mais c'est aussi les sanctuaires, les épaves, les habitats. Le matériel archéologique dont je viens de vous parler, nous avons des dizaines de milliers de vases à parfum et chaque année, on met au jour à nouveau donc plusieurs centaines de vases à parfum. On ne peut même pas les compter tellement ils sont nombreux. Juste à titre d'indication, lors de ma thèse, j'ai fait un inventaire des vases à parfum étrusco-corinthiens. Je suis arrivé à pratiquement 9000 vases étrusco-corinthiens. En sachant que, évidemment, même si on essaye de tout dépouiller, on ne peut pas. Il y a de nombreux contextes qui nous échappent. Donc j'en étais à 9000, mais vous pouvez imaginer qu'ils sont en fait beaucoup plus nombreux. Simplement les vases étrusques. Alors je ne parle même pas des vases corinthiens qui sont encore beaucoup plus nombreux, ni des lycites attiques. Donc nous avons un très très grand nombre donc, de ces objets même. Donc le matériel archéologique lui-même. Et enfin, évidemment, ce qui est beaucoup plus récent pour nous, les analyses des contenus. Alors grâce à ces sources, on peut aborder trois questions différentes. Question de la production. Question de la production, quelles sont les aires de production, quels sont les ateliers de production, évidemment les techniques de fabrication de ces huiles parfumées et les matières premières employées. Deuxième question, c'est le commerce. Caractéristiques des modes de conditionnement. Comment était livré le parfum? Jean-Pierre Brun vous en a déjà parlé. Certains pensent que ces petits vases à parfum étaient livrés vides et que le parfum lui-même était contenu donc dans des amphores et que les petits vases accompagnaient donc des amphores. D'autres pensent au contraire que ces petits vases à parfum étaient livrés pleins, bouchés et pleins. Donc, les caractéristiques des modes de conditionnement, de transport, d'échange, comment étaient échangés, vendus donc ces vases à parfum, quelle était la valeur donc, de ces vases à parfum, quelle était la valeur de l'objet, quelle était la valeur de ce qu'ils contenaient. Troisième question, la nature, le statut et l'usage de l'huile parfumée. Donc évidemment, les caractéristiques du contenu, cette huile parfumée, quelle est-elle véritablement? Le rapport entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire est-ce que l'objet lui-même, la forme de l'objet, ou même son décor, peut nous donner des informations sur ce qu'il contient. Les contingences de la consommation, comment est-ce que l'on va utiliser cette huile parfumée, et évidemment la dimension sociale et culturelle. Dimension sociale, est-ce que le parfum est réservé aux riches, ou est-ce que d'autres classes de la population ont accès à la consommation de ce parfum? Et dimension culturelle qui est très importante. Je vous ai dit qu'on a par exemple retrouvé quelques vases à parfum en Gaule du Sud, en Italie du Nord celtisée par exemple. Quand on retrouve un vase à parfum grec ou étrusque dans une tombe celte, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que ce guerrier celte, parce qu'on a quelques exemples de vases à parfum découverts donc, dans des tombes de guerriers celtes, est-ce que ça signifie que lors des cérémonies funéraires, donc nous avons, dans ce cadre ici culturel celte, est-ce que nous avons l'attestation d'une cérémonie typiquement grecque, comme la prothésis, par exemple? Est-ce que cet aribal que l'on retrouve dans une tombe celte signifie que ce contenu a servi à enduire le corps du défunt, ce qui serait une cérémonie typiquement grecque, mais dans un contexte celte? On pourrait dans ce cas parler d'acculturation. Mais nous verrons justement cette dimension
cette dimension culturelle. Alors, évidemment, en une heure, je ne peux pas vous parler de ces trois questions, la production, le commerce et la nature, le statut, l'usage de l'huile parfumée. Donc, je me concentrerai sur la troisième. Donc, de ces questions, la nature, le statut et l'usage de l'huile parfumée. Alors, les sources archéologiques. Et je vais vous faire une présentation des différentes sources, faire une sorte de bilan des sources. Les sources archéologiques, donc les contextes. Alors, les contextes, comme je vous l'ai dit, c'est à partir du fin du 8e siècle et surtout du 7e siècle que l'on commence à voir apparaître dans les tombes quelques vases à parfum. Et là, c'est le cas de cette tombe d'Italie du Nord, de Bologne, ou Felsina. Donc nous sommes dans un contexte étrusquisé. Et nous voyons donc que dans une tombe qui est culturellement celle de l'Italie du Nord, c'est-à-dire une culture mixte, nous voyons apparaître un vase à parfum. C'est une tombe féminine, et nous voyons apparaître ici un alabastre corinthien. Et en effet, toute la zone que vous voyez en orange, ici, qui correspond à la zone, disons, d'étrusquisation de l'Italie. Les Étrusques sont présents en Italie du Nord, ils sont présents évidemment en Italie centrale, ils sont présents pendant toute l'époque archaïque dans le Latium, mais ils sont présents aussi, il ne faut jamais l'oublier, en Campanie. Et c'est dans toutes ces zones étrusquisées que l'on va voir se diffuser le parfum, que ce soit le parfum d'origine grecque, orientale ou étrusque. Mais nous voyons aussi de nombreux vases à parfum apparaître à partir du 7e siècle, évidemment, dans tout ce qui concerne les territoires colonisés par les Grecs, que ce soit en Italie du Sud ou que ce soit en Sicile. Alors, on peut n'avoir qu'un vase à parfum, donc par exemple dans cette tombe féminine. Mais je vais prendre un autre exemple, celui des grandes tombes aristocratiques étrusques. Là, nous avons ce qu'on appelle des tombes familiales. Donc là, je reprends des documents donc, qui datent des années 20, qui correspondent à la date de découverte, donc de fouilles de ces grands tumulus, qu'on appelle les tumulus 1 et 2 de la nécropole de la Banditaccia. Et vous avez donc à l'intérieur de ces tumulus plusieurs tombes familiales. Et nous avons donc celle-ci qui est celle qu'on appelle la tombe des Chenets. Et voici ce qui a été découvert comme matériel dans cette tombe des Chenets. Vous avez un grand nombre de vases à parfum. Alors ce qui nous intéresse, c'est que ces vases à parfum sont corinthiens. Donc nous sommes dans le dernier quart du 7e siècle. Ces vases à parfum sont corinthiens, ces vases à parfum sont étrusques, vous avez des formes qui sont typiquement étrusques, mais nous avons aussi deux vases à parfum donc, qui sont égyptiens ou égyptisants. Et vous avez un autre vase à parfum, ici, qui est sans doute syrien ou levantin. Donc vous voyez que nous avons un très grand nombre de vases à parfum dans cette tombe féminine. Et évidemment, nous avons aussi le service du banquet, donc les vases à verser et les vases à boire le vin. Donc je vous reparlerai de ce contexte, parce qu'on a fait les analyses donc, des vases à parfum de cette tombe. Alors, autre contexte que l'on a, où les vases à parfum sont extrêmement nombreux, ce sont les sanctuaires. Alors, les vases sont très très nombreux dans les sanctuaires grecs, d'Italie du Sud, de Sicile. Ils sont très nombreux dans les sanctuaires du Latium, en Rome en particulier, mais dans pratiquement tout le Latium. Et ils sont évidemment nombreux aussi dans les sanctuaires étrusques. Alors, il faut savoir que ces vases sont souvent offerts à la divinité. Et on le retrouve, du coup, dans les dépôts votifs. Mais ces vases qu'on découvre dans les dépôts votifs ne nous apportent que peu d'informations. Par contre, mais c'est plus rare, c'est le cas ici, dans le cadre du sanctuaire méridional de Pyrgie, donc de la cité de Caérée, eh bien, nous retrouvons un ensemble donc, de vases à parfum qui ont été utilisés ici dans des cérémonies rituelles bien précises. Et la découverte in situ de ces vases à parfum permet de reconstituer donc, le rituel. En sachant qu'il ne faut pas croire qu'on ne retrouve ces vases à parfum que dans les sanctuaires féminins, par exemple les sanctuaires en l'honneur d'Aphrodite. On va retrouver ces vases à parfum aussi dans ici des sanctuaires en l'honneur de divinités masculines. Et nous verrons que pour l'époque archaïque, le parfum est autant dans le monde masculin que dans le monde féminin. Alors, les sources archéologiques. Alors, je ne vous ai pas parlé, donc évidemment, des autres contextes. Les autres contextes, c'est les épaves. Mais on a très peu d'épaves, en fait, à l'époque archaïque qui ont livré des vases à parfum. Nous n'avons que très peu d'informations, hélas. Nous avons évidemment, plus intéressant, les contextes d'habitat. Et là, on retrouve les vases à parfum, soit dans ce qu'on peut appeler des palais, donc, ou des habitats princiers, par exemple en Étrurie,
mais on peut retrouver ces vases à parfum aussi dans les habitats les plus modestes. Et on va même retrouver ces vases à parfum dans des villages de cabanes, en Ligurie, par exemple. C'est-à-dire que le parfum n'est pas forcément lié à un mode de vie qui est celui de la cité. On retrouve aussi les vases à parfum dans des villages de cabanes. Les sources archéologiques, le matériel dont j'ai déjà commencé à vous parler. Alors vous voyez ces superbes vases à parfum, là, vous avez des objets qui ne font que quelques centimètres de haut, qui n'ont que quelques centilitres de contenance, et vous voyez les formes extraordinaires. C'est ce qu'on appelle des vases plastiques, qui reprennent la forme de tête de guerrier, qui reprennent la forme de tête de félin, de jambes humaines, donc de pieds avec sandales, qui reprennent les formes de têtes de différents animaux, qui reprennent la forme de sirènes ou autres créatures fantastiques. Évidemment, tout le problème pour nous est de savoir est-ce que la forme spécifique de ces vases à parfum nous donne une indication sur le contenu, sur le parfum lui-même ou sur l'usage qui est fait donc de ce contenu. Nous avons, là je vous ai montré que des vases à parfum en céramique, mais nous avons aussi des vases à parfum qui sont faits en matière beaucoup plus noble, les vases en faïence. Et là aussi, vous voyez des vases à parfum qui sont extraordinaires et qui prennent des formes extrêmement originales, des formes de singes, des formes de hérissons, des formes de poissons, qui reprennent toujours des formes de tête de guerrier. Vous avez tête d'Héraclès aussi, donc des vases à parfum qui prennent la forme de coq, de cheval ailé. Donc là aussi, est-ce que nous sommes seulement dans le domaine du symbolique? Mais dans ce cas, quel symbole est véhiculé donc par ces formes spécifiques? Ou est-ce que la forme de ces vases à parfum nous donne des indications sur le contenu et l'usage qui est fait de ce contenu? Par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, pourquoi a-t-on un très grand nombre de vases à parfum qui prennent la forme de hérissons? Alors, là, on est dans l'origine égyptienne de ce type de vase à parfum, mais c'est une question intéressante. Et pour l'époque, nous avons aussi des vases en verre sur noyau d'argile. Et là aussi, ce sont des superbes vases. Là aussi, vous avez des aribales, vous avez des amphorettes, vous avez des alabastres qui sont donc en verre sur noyau d'argile. Et là aussi, on a un très grand nombre donc de ces vases produits en Égypte, sans doute à Naucratis, produits en Grèce orientale, produits à Rhodes, et qui sont exportés dans toute une partie de la Méditerranée. Donc vous voyez, nous avons trois matières qui sont prédominantes, donc la céramique, le verre sur noyau d'argile, le verre soufflé ne sera inventé que bien plus tard, et nous avons la faïence. Mais nous avons aussi les vases en métal et les vases en pierre, mais qui sont beaucoup plus rares en contexte archéologique. Alors je ne vous ai parlé jusque-là que des vases grecs ou de type grec, des aribales, des alabastres corinthiens, attiques, laconiens ou étrusques d'imitation grecque. Mais on oublie souvent que, à l'origine sans doute de cette mode de petits vases à parfum, nous avons l'île de Chypre. L'île de Chypre qui joue un rôle très très important. Et vous voyez sur cette photo, ici, des lécites et eunochoé, c'est-à-dire des vases à verser le vin, chypriotes qui sont importés en Crète. Et mais vous voyez le grand nombre de ces petits vases à parfum importés en Crète. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ces lécites chypriotes, vous voyez, qui ont une forme bien identifiable, ces lécites chypriotes donnent lieu à des imitations. En Crète, vous voyez, là nous avons des imitations du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et vous avez aussi donc, des lécites chypriotes qui donnent lieu à des imitations étrusques. C'est ce que vous voyez ici. C'est des lécites chypriotes, et vous voyez l'imitation étrusque ici. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas que la Grèce, il n'y a pas que le Péloponnèse, il n'y a pas que l'Attique, il n'y a pas que la Grèce orientale, mais il y a l'île de Chypre qui joue un rôle très très important, et sans doute aussi le monde phénicien. Et vous voyez sur cette photographie ce qu'on appelle des eunochoé à bobèche. Bon, là aussi, c'est un terme du XIXe siècle, fondé au XIXe siècle. Mais vous voyez que l'origine de l'eunochoé à bobèche, c'est quoi? C'est le lécite chypriote. C'est-à-dire que les Phéniciens imitent cette forme spécifiquement chypriote pour créer leur propre vase à parfum, donc qu'on appelle l'eunochoé à bobèche, et qui est une forme aussi qui est tout de suite identifiable. On fait tout de suite la différence avec le vase à parfum étrusque ou le vase à parfum grec. Et on va voir dans le monde phénicien donc se répandre différents types de vases à parfum. Le monde phénicien et phénico-punique.
donc le Nokoe à Bobèche, donc que vous voyez ici, mais aussi d'autres petits vases qui sont différents de ceux que l'on connaît dans le monde étrusque et dans le monde grec. Ce que l'on appelle donc la petite bouteille à huile, oil bottle, ici, qui est spécifique aussi au monde phénicien, et ce genre de petites cruches, vous voyez aussi, que l'on retrouve dans de très nombreux contextes phéniciens ou phénico-puniques. Donc que l'on soit donc en Espagne du Sud, que l'on soit en Sardaigne, que l'on soit donc en Afrique du Nord. Si bien que vous voyez qu'on a vraiment une spécificité donc selon les zones de production. Les formes de vases à parfum sont différentes selon les zones de production et ils sont tout de suite identifiables. Or, il y a des vases à parfum qui ont une diffusion universelle. C'est les vases à parfum grecs. On les retrouve en Étrurie, on les retrouve à Carthage, on en retrouve quelques-uns en Sardaigne. On va en retrouver en Gaule du Sud aussi et en Espagne, des vases à parfum grecs. Par contre, les vases à parfum étrusques, on ne les retrouve que dans des contextes, pas forcément étrusques, mais étrusquisés. Que dans des contextes étrusquisés, sauf exception, Marseille, Ampurias, cité grecque d'Ampurias, donc en Espagne du Nord-Est, et Carthage. Mais diffusion d'abord et avant tout étrusquisée pour les vases étrusques. Quant aux vases à parfum de type phénico-punique, on ne les retrouve que dans des contextes phénico-puniques. Bref, on peut se poser la question, est-ce que le parfum de type grec a une diffusion universelle? Le parfum étrusque ne concerne que la population étrusque et le parfum de type phénicien ne concernerait sans doute que la population phénicienne. Et évidemment, la question qui s'enchaîne, c'est donc du coup, est-ce que chacun de ces parfums serait différent? Est-ce qu'on aurait une dimension à la fois technique et culturelle pour chacun de ces parfums? Et enfin, pour terminer ici pour cette présentation ici du mobilier donc archéologique, comme je vous ai dit, on a des milliers, des dizaines de milliers donc, de vases à parfum. Il y en a quelques-uns qui nous donnent plus d'informations que les autres. Ce petit aribal corinthien, donc du musée archéologique de Cerveteri, on a eu la surprise de découvrir donc une petite masse de métal qui est prisonnière de l'embouchure donc de ce petit aribal corinthien. Donc c'est une petite masse de plomb et qui donc vous voyez avec une ouverture ici, qui faisait sans doute office de non pas de bouchon mais de bec verseur ou d'entonnoir. Donc information sur l'usage de ce vase à parfum. Autre vase à parfum qui est original, qui nous donne des informations intéressantes, c'est un alabastre étrusque tel qu'on en connaît des milliers d'autres. Sauf que celui-ci a un décor, parce que c'est un décor, donc de lamelles de plomb. Ce que vous voyez ici, ce sont donc des lamelles de plomb. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi donc intégrer ce décor en métal de lamelles de plomb donc tout le long ici de la vasque de ce vase à parfum? Je pense que c'est pour imiter donc, les petites bourses en cuir qui contenaient du parfum et qui devaient ressembler à celle-ci. Donc ce n'est pas un vase d'époque archaïque, c'est un vase du IVe siècle avant Jésus-Christ, mais vous voyez que c'était donc un petit contenant à parfum qui était à la fois en cuir et en métal. Et nous avons encore les traces du cuir prises dans le métal. Donc celui-ci, qui est pourtant en céramique, imite donc ce type de petite bourse en cuir, donc, mais qui était intégré donc, dans une sorte de cage en métal, comme vous pouvez le voir ici. Et autre information intéressante, nous avons dans certaines zones italiques, par exemple d'Italie, comme le Picenum, une culture qui est riche, une culture italique qui est très très riche, mais dans laquelle on ne découvre pas de vase à parfum. Dans l'ensemble du Picenum, par exemple, on a découvert en tout et pour tout que 2 vases à parfum, 2 aribals corinthiens. Et pourtant, dans une culture où les vases à parfum sont pratiquement absents, il y a un contexte, une tombe, une riche tombe princière, une tombe féminine, où nous avons ce vase-ci, qui est un calice. Donc c'est un superbe calice. Normalement, un calice est un vase à boire le vin. Mais regardez le couvercle. Donc ce calice est muni d'un couvercle, et la poignée de ce couvercle reprend exactement la forme d'un vase à parfum. Alors c'est assez étonnant, puisque c'est une culture dans laquelle on ne connaît pas de vase à parfum, et pourtant, vous avez un vase qui normalement est destiné au banquet, à la consommation du vin, dont
le couvercle épouse la forme d'un vase à parfum. Donc, ici, nous avons une information sur l'intégration donc du parfum dans le rituel du banquet funéraire. Et évidemment, autres informations donc, qui nous sont données par ces vases à parfum, c'est leur décor. Là, vous avez un vase étrusque ou étrusco-corinthien. Et alors, nous avons un décor animalier qui est typique de cette époque, mais regardez ce qui est représenté. Vous avez la représentation d'un coq, enfin même de deux coqs affrontés. Vous avez la représentation d'oiseaux aquatiques, ici, et vous avez la représentation du masque de la panthère. Selon certains, il s'agirait de symboles, d'une symbolique directement en lien avec le parfum. Le masque de la panthère, c'est la panthère à la laine parfumée. Les coqs font partie de ces offrandes donc, qui sont faites dans un contexte érotique où on offre aussi le parfum. Et les oiseaux aquatiques sont aussi directement liés donc, au parfum. Autre vase, ici, qui est très, très intéressant et unique en son genre, c'est un aribal étrusque en Bucchero Nero. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que, premièrement, vous avez une inscription. Donc, c'est ici le nom du propriétaire de ce vase, mais vous avez ici l'anse et la tache de lance qui a une forme absolument extraordinaire, puisqu'on pourrait croire qu'il s'agit du masque de la Gorgone, mais pourtant ce n'est pas le masque de la Gorgone. C'est le masque d'une divinité chypriote d'origine égyptienne, avec ce que vous voyez ici, la coiffure atorique, et une divinité égyptienne qui est directement liée au parfum en Égypte. Donc là, vous voyez que c'est un vase du 7e siècle avant Jésus-Christ qui nous donne une information sur, disons, l'origine chypriote du parfum. Alors, maintenant, les sources épigraphiques. Les sources épigraphiques, comme je vous l'ai dit, sont très nombreuses, donc au 7e siècle et début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez donc deux articles, donc un article récent, celui de Gilles Van Emst, sur le vase à parfum comme support de l'écriture, et un article qui va bientôt paraître, donc qui va paraître donc l'année prochaine. Et donc, dans le monde étrusque, par exemple, nous avons de très nombreux vases à parfum avec des inscriptions qui peuvent être longues. Ce vase à parfum avec un abécédaire, ici, et ce vase à parfum qu'on appelle un aribal poupée, donc c'est le nom générique de ce vase à parfum, qui porte une très très longue inscription. Alors voici donc l'étude de Gilles Van Emst, donc qui propose des tableaux de synthèse donc de ces inscriptions. Ce qui nous intéresse le plus ici, ce qui nous intéresserait, c'est la définition du contenu. Vous voyez que dans le corpus grec, on n'a qu'un seul vase, donc qui nous informe sur le contenu. Dans le corpus étrusque, là aussi, nous n'avons qu'un seul vase qui nous informe sur leur contenu. Et évidemment, pour nous, c'est un problème, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait comme une sorte d'étiquette que l'inscription nous dise ce que le vase à parfum contient. Alors, on a dans le monde étrusque, par exemple, un vase à parfum du musée du Louvre sur lequel on a l'inscription Ruta, donc c'est la rue. Le seul problème, c'est que la rue, ou Ruta Fetida, la rue fétide, normalement n'appartient pas au domaine des bonnes odeurs, mais au contraire au domaine des mauvaises odeurs. On a un autre vase à parfum, un lestitatique, sur l'embouchure duquel nous avons, donc est peinte une inscription, et c'est marqué Irinone. Et là, évidemment, c'est une information très intéressante, puisque c'est l'iris, l'huile d'iris. Mais vous voyez que, hélas, nous n'avons que très peu d'informations. Toutefois, les informations les plus intéressantes, c'est celles qui nous informent sur qui nous donne des indications donc sur le statut du parfum et sur l'usage qui est fait de ce parfum. Regardez dans le monde grec. Une grande partie, alors nous avons des signatures d'artisans, mais une grande partie de ces inscriptions sont dans un registre érotique. Un registre érotique, donc ce qui n'a strictement rien d'étonnant, mais le parfum qui est utilisé dans le cadre du banquet, mais dans un contexte érotique, que l'on soit dans un contexte homosexuel ou hétérosexuel. Nous avons aussi... alors, par contre, dans le monde étrusque, ces inscriptions érotiques sont beaucoup plus rares. Nous avons beaucoup plus affaire à des inscriptions qui sont considérées comme des inscriptions magiques, où on nous parle, par exemple, c'est le cas de cet aribal ici, l'aribal poupée, on nous parle de Turane, qui est l'équivalente étrusque d'Aphrodite. Mais
Donc nous avons dans le monde étrusque cette dimension magique et cette dimension prophylactique, c'est-à-dire dimension prophylactique de rejet du mauvais sort et de défense. Défense qui soit à la fois défense corporelle ou défense contre tout mauvais sort qui peut être lancé contre la personne. Mais évidemment, le plus étonnant, c'est que ces inscriptions disparaissent dans la seconde moitié du VIe siècle. Et au moment où ces inscriptions disparaissent, nous avons les images qui apparaissent. Dans le monde attique, vous avez la représentation à partir de 540 des aribales. Alors vous voyez que là, nous sommes dans un contexte érotique. Nous avons érotique homosexuel, nous avons l'offrande, ici donc de cadeaux. Nous avons l'offrande du coq, mais nous avons aussi l'offrande de l'huile parfumée, l'offrande de l'aribale. La même chose dans les contextes sportifs. Vous voyez très bien, nous sommes au gymnase ici, vous avez des lutteurs ici, et vous avez le personnage qui se tient derrière, qui tend un alabastre. L'huile parfumée sera offerte donc au vainqueur. La même chose aussi ici. L'aribale, plein d'huile parfumée, sera offert au vainqueur. On retrouve aussi l'aribale qui est donnée au guerrier alors qu'il s'équipe pour le combat. Et donc nous savons ainsi que l'aribale fait partie du pactage, non seulement de l'athlète, mais du guerrier qui part en campagne. Le guerrier part donc en campagne militaire avec donc cet objet, mais vous comprenez que du coup, peut-être ne sommes-nous pas seulement dans le domaine donc, du parfum, si les guerriers partent avec ces petits vases. Nous avons aussi donc, ces petits vases qui sont mis en scène dans le cadre de scènes de toilette. Vous voyez ici, c'est tout le pactage, l'éponge, le strigile et l'aribale qui est suspendu aux branches des oliviers. La même chose pour les femmes. Vous voyez ici une scène de baignade, mais aussi de toilette, où vous voyez ces femmes donc, qui se versent le contenu de ces aribales dans le creux de la main. La même chose ici, nous avons là aussi une scène de baignade et de toilette. Et vous voyez cette femme avec une éponge, les autres qui plongent ou qui se baignent, mais vous voyez les aribales qui sont suspendues aux branches des arbres. Donc vous voyez que ce petit objet, donc suspendu à l'aide d'une lanière en cuir qu'on suspendait au poignet ou aux branches des arbres, donc accompagnait le citoyen ou donc qu'ils soient les hommes et les femmes, donc de la cité d'Athènes, donc dans leur déplacement quotidien. En Étrurie, nous avons la même chose. On voit apparaître des images, là aussi à partir de 540. Des images sur les vases, comme celle-ci. Et là, vous voyez, nous sommes exactement dans le même contexte d'une compétition, et l'aribale est tendue à celui qui sera le vainqueur. Mais en Étrurie, en fait, nous avons un corpus d'images beaucoup plus original. Pourquoi? Parce qu'en Étrurie, nous avons les tombes peintes, ce qui n'existe pas en Grèce à cette époque. Nous avons les tombes peintes, et là nous avons par exemple des plaques qui sont peintes, et vous voyez très bien sur ces plaques donc une procession féminine, et dans le cadre de cette procession féminine, donc une femme qui tient un grand vase à parfum, qui est de couleur noire, et une autre qui tient un autre grand vase à parfum, d'alabastre, mais de couleur blanche. Donc on voit que dans le cadre de procession rituelle, mais de laquelle s'agit-il, on ne sait pas, il y a ici la cérémonie donc, du port donc, du vase à parfum. Nous avons ici, dans cette reconstitution du fronton de la tombe de la chasse et de la pêche de Tarquinia, là aussi, vous avez le couple aristocratique, et là, vous voyez, échange ici gestuel qui est typique donc, de cette époque. Et vous voyez que derrière se tient un serviteur, et celui-ci est en train de mélanger le contenu d'un alabastre à l'aide d'une tige à parfum. Et que va-t-il faire après? On le sait, il va enduire les cheveux donc de l'homme et de la femme donc de ce parfum. Autre procession, donc sur une urne cinéraire étrusque, toujours de la même époque, vous voyez, où nous voyons des femmes ici qui portent des aribales, donc dans le creux de leurs mains. Et nous avons, ce qui est très original, les célèbres urnes cinéraires. Célèbres urnes funéraires, nous avons le sarcophage des époux. Alors vous avez deux sarcophages des époux, celui du musée de la Villa Giulia, celui du musée du Louvre. J'ai pris celui donc, du musée de la Villa Giulia. Manquent les objets, les vases qu'ils tiennent dans les mains. Le vase que tient cette femme dans la main était sans doute à l'origine un vase en métal qui a disparu depuis, mais c'était un alabastre en métal.
La même chose pour le sarcophage des époux du musée du Louvre. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, tout simplement, regardez ces urnes cinéraires. Ici, on voit très bien que vous avez, pour celle-ci du musée de la Villa Giulia, une femme qui fait couler le contenu de cet alabaste dans le creux de sa main. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que, en fait, vous avez plusieurs vases à parfum qui sont représentés dans la même image. Elle manipule un alabaste, mais regardez son collier. De quoi est fait son collier? Son collier est fait de petits vases à parfum. Et on en a retrouvé plusieurs de ces colliers en métal, et eux-mêmes contenaient du parfum. Et là, vous voyez la même chose pour cette autre urne cinéraire, où nous avons toujours le couple aristocratique, mais donc cette jeune femme qui verse du parfum donc, dans la main donc, de son époux. Donc là aussi, nous avons un rituel très intéressant que l'on ne connaît que dans le monde étrusque, que l'on ne connaît absolument pas, par exemple, dans le monde grec. Bon, la même chose ici, où nous voyons donc l'alabastre qui est offert donc au vainqueur donc de cette course à pied. Alors, dans le monde étrusque, on a aussi des plaques funéraires. Dans le nord de l'Étrurie, dans la région de Chiusi, on a des plaques funéraires, et regardez ce qui est représenté sur ces plaques funéraires. C'est ce qu'on appelle la scène de la prothésis, c'est-à-dire l'exhibition du défunt, ou en l'occurrence ici de la défunte. Mais vous voyez qu'autour de cette défunte, nous avons des femmes qui diffusent le parfum. Regardez, elles tiennent des alabastres, des vases à parfum. Donc diffusion du parfum, donc ce n'est pas seulement le corps qui est enduit de parfum, mais on diffuse donc le parfum pendant toute une partie de la cérémonie. Mais regardez cette deuxième plaque qui est aussi très intéressante. Donc nous avons exactement la même scène. Nous avons la scène d'éploration ici. Nous avons ici cette jeune femme qui tient dans sa main droite un vase à parfum dans le creux. Mais regardez ce qu'elle tient ici dans la main gauche. Vous voyez que ce n'est pas un vase à parfum. En fait, ce sont deux petites outres en cuir. Deux petites outres en cuir, ce sont aussi des vases à parfum. Donc voici ce qui nous manque comme information. Puisque ces vases à parfum qui étaient en cuir, qui étaient très nombreux, évidemment, il ne nous en reste rien. Mais il faut savoir que le cuir représentait un contenant sans doute très important pour les parfums à l'époque. Une scène qui est unique et qui est très intéressante, donc sur un vase étrusque. Donc vous voyez un homme qui est en train de plonger un végétal dans un vase à parfum. Alors ça, on peut le mettre en relation avec une découverte unique qui a été faite dans la nécropole de Calatia en Campanie, où on a retrouvé un vase étrusque, un vase à parfum du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui était empli d'une branche de thym. Et une branche de thym qui a été conservée et qui a été enfoncée de force donc dans le vase à parfum. Mais vous voyez, ça correspond exactement à cette scène où on voit un homme en train de plonger un végétal donc dans le vase à parfum. Alors pour l'iconographie, qui est connue depuis longtemps, nous avons, alors là je déborde un peu de l'époque archaïque vers l'époque classique, on arrive vers vraiment la fin de l'époque archaïque, tombe des léopards de Tarquinien, célèbre tombe, et vous voyez cet homme qui tient un vase à parfum, mais faites attention à la taille de ce vase à parfum. Hein. Ce vase à parfum est de taille gigantesque. Donc de quoi s'agit-il exactement? En quelle matière peut être fait ce vase à parfum? En fait, il s'agit d'un vase à parfum en pierre, et sans doute en albâtre. On a trouvé quelques-uns de ces vases à parfum, mais qui sont de très très grande taille. Et pour terminer, ici, la tombe du triclinium, là aussi on déborde légèrement de l'époque archaïque vers l'époque classique. Et donc vous voyez cette femme aussi là, qui tient un vase à parfum dans le creux de sa main. Mais ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est regarder de quelle matière est fait ce vase à parfum. Vous avez la partie inférieure qui est sans doute en pierre et la partie supérieure qui est en métal. Donc là aussi, vous avez un superbe vase à parfum. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que le vase à parfum est bouché, en l'occurrence, ici. Et je termine pour les sources iconographiques par deux découvertes récentes. Deux découvertes récentes. Je ne vous ai parlé ici en ce qui concerne l'iconographie que du monde grec et du monde étrusque. Disons qu'il y a des cultures qui sont plus bavardes que d'autres, qui se mettent en images. Dans le monde phénicien, nous avons beaucoup moins d'images. Sauf que là, nous en avons une. Nous sommes en Sardaigne. Donc dans le sud de la Sardaigne, donc nécropole de Soulki, dans le sud de la Sardaigne, et là, découverte extraordinaire de Paolo Bernardini, donc une grande chambre funéraire du 5e siècle avant Jésus-Christ, et regardez ce qui est représenté. Vous avez un pilier central, et adossé à ce pilier central, vous avez une sculpture, et cette sculpture est absolument étonnante, parce qu'elle est d'inspiration égyptienne, donc nous sommes dans un contexte phénicien ou phénico-punique. Elle est typiquement d'inspiration égyptienne, mais ce que porte l'homme ici, c'est à la manière grecque un petit vase à parfum suspendu à son poignet.
Donc, vous voyez que nous avons une inspiration à la fois égyptienne, le style est égyptien, la manière de tenir le vase à parfum est grecque. Par contre, le vase à parfum lui-même est phénicien. Donc, vous voyez ici, nous avons un télescopage ici de 3 cultures différentes, égyptienne, phénicienne et grecque. Et là, c'est la découverte la plus récente qui soit, donc un contexte qui est toujours en cours de fouille, le tumulus de la reine de Tarquinia, donc un article donc, de l'année dernière de la revue italienne Archeologia Classica. Et là, nous avons le contexte donc, d'un tumulus, qu'on pourrait qualifier de tumulus princier, d'ailleurs on l'a appelé tumulus de la reine. Et nous retrouvons donc une tombe à chambre, avec précédant les 3 chambres, vous voyez une chambre axiale, dans l'axe du couloir d'accès, le dromos, les 2 chambres latérales, donc les 3 chambres n'ont pas encore été ouvertes, c'est en cours de fouille. Et donc là, les équipes italiennes ont fouillé le dromos. Et ils ont découvert, rappelez-vous que toutes les peintures funéraires que je vous ai montrées tout à l'heure ne sont qu'à l'intérieur des chambres funéraires. Hein. Et là, pour la première fois, a été découvert sur le côté est donc, du dromos, des traces de peinture. Des traces de peinture, ben vous les voyez ici, hein, des traces de peinture que vous voyez ici. Donc nous avons une sorte d'enduit ici, et des traces encore visibles. Ce que vous voyez ici, ce que j'ai mis ici avec la flèche mise en évidence, c'est l'entrée de la chambre latérale, droite, qui n'a pas encore été ouverte. Hein. Et regardez ce qui est représenté. Alors évidemment, la peinture, on ne voit plus grand-chose. Mais vous voyez une main ici qui tient distinctement un vase à parfum. Et donc c'est en fait une personne, et sans doute une femme, et elle tient d'une main, de la main droite, le vase à parfum, et de la main gauche, elle tient suspendu à l'aide d'une petite lanière un autre vase à parfum. Et là, c'est un contexte de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour la première fois, sont représentés ici dans un contexte funéraire 2 vases à parfum spécifiquement étrusques. Ce genre de petit alabastre à fond plat qui est spécifiquement étrusque, et ce genre de petit alabastre à fond pointu qui est spécifiquement étrusque. Alors, de quel rituel s'agit-il? Mais justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez que les peintures funéraires à l'intérieur d'une chambre funéraire, qui est fermée par définition, dans laquelle on va déposer le corps ou l'urne cinéraire du défunt, eh bien, ces peintures funéraires sont faites pour les défunts. Elles sont faites pour les morts, elles ne sont pas faites pour les vivants. Par contre, le dromos, on sait très bien que les dromos, un complexe comme celui-ci, un complexe funéraire comme le tumulus, n'est pas seulement une tombe, c'est aussi un sanctuaire. C'est-à-dire il va y avoir des rituels en l'honneur des ancêtres, en l'honneur des défunts. Et on sait que nombre de ces rituels ont lieu sur la partie supérieure du tumulus, mais aussi dans le dromos. On s'adresse directement aux défunts. Et ici, nous avons une information directe, puisque qu'est en train de faire cette femme? Elle se rapproche. Ici, vous voyez, elle est toute proche. Donc, vous voyez les peintures, la peinture est juste ici, l'alabastre est là, la ribale est là. Elle s'apprête en fait à oindre la porte d'entrée de la chambre funéraire. Voici un rituel, vous voyez, qui est un rituel funéraire, mais qui ne se fait pas au moment des funérailles. Ou alors, il se fait au moment des funérailles, au moment de la fermeture de la porte. Mais c'est sans doute un rituel qui avait lieu donc de manière régulière, un hommage aux défunts. On allait enduire donc la porte d'entrée donc de la chambre funéraire. Alors j'en arrive enfin, pour terminer, aux données archéométriques. Donc le programme Peramo, dont vous a parlé donc Jean-Pierre Brun, qui a commencé en 2007 et qui s'est achevé donc en 2011 et qui se poursuit sous une autre forme avec un autre programme donc de l'Agence nationale de la recherche. Donc il s'agissait, donc je n'insiste pas sur les méthodes puisque donc Nicolas Garnier vous en a parlé donc il y a 15 jours, sur les méthodes de prélèvement, sur les méthodes d'analyse. En fait, il s'agissait d'un programme donc de recherche pluridisciplinaire. Il n'y avait pas seulement des analyses de contenu, mais aussi il y a eu toute une approche typologique sur les vases à parfum, et par exemple ici, une approche sur, disons, statistique sur les capacités volumétriques de ces vases à parfum. Quelles sont les capacités des lécites attiques, par exemple, et quelles sont les capacités des aribales et alabastres. Et on voit que la majorité des aribales et alabastres étrusques se situent entre 6 et 10 centilitres. C'est-à-dire que nous avons des vases à parfum qui sont relativement standardisés, donc dans leur contenance. Et donc il y a eu différentes analyses archéométriques
Donc je n'insiste pas, mais le plus important, c'est de savoir que pour les arybales et alabastes étrusques, corinthiens et autres, on a des composants d'origine végétale, des composants d'origine animale, mais aussi des composants d'origine minérale. Alors, je vous montre ici rapidement donc les résultats que l'on a pour la tombe dont je vous ai déjà parlé, la tombe des Chenets de Cerveteri, donc qui date du dernier quart du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc nous avons, Nicolas Garnier vous en a parlé, donc des matières grasses animales, des produits laitiers, nous avons des huiles végétales, parfois l'huile d'olive qui peut être identifiée avec un peu plus de certitude. Nous avons des produits aromatiques, nous avons des cires végétales, nous avons donc des cires animales, donc de la cire d'abeille. Alors évidemment, ces résultats sont très 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 importants pour les archéologues. Mais le problème, c'est toujours l'interprétation. Nous avons des données qui sont des données brutes, qui nous sont apportées par ces analyses très très importantes, mais comment peut-on les interpréter? Alors, en ce qui concerne les matières d'origine minérale, je ne vous en ai pas parlé, mais on trouve de la poudre de kaolin, on trouve de la poudre de soufre et de la poudre de zéolite à l'intérieur des arybales et alabastres. Alors déjà, il faut savoir que les zéolites, c'est quelque chose qui est toujours employé actuellement. Par exemple, les litières pour chats sont faites de poudre de zéolite, c'est-à-dire que propriété ici de conservation des odeurs, la poudre de zéolite. Poudre de soufre, alors poudre de kaolin, ça donne un toucher très très doux. On a des huiles, ici on a des matières grasses, donc un matériau qui est forcément huileux. Et c'est à cela que sert le kaolin. On a fait des reconstitutions, je peux vous montrer les reconstitutions donc, que l'on a faites dans le cadre de l'archéologie expérimentale. La poudre de kaolin permet ici donc, de donner presque un toucher de talc donc à ces huiles parfumées. C'est-à-dire que ça permet d'atténuer la dimension huileuse donc, de ces parfums. Donc toucher très très doux, toucher de talc qui est apporté donc, ici par la poudre de kaolin, qui est toujours utilisée par exemple en cosmétique actuellement. La poudre de soufre, là aussi, ici on serait plus dans le domaine du médicinal pour la poudre de soufre, mais la poudre de soufre est inodore. Donc là, c'est plus pour soigner, toujours actuellement d'ailleurs, pour soigner les problèmes de peau, par exemple. Alors voici pour les matériaux d'origine végétale, ce dont je vous ai déjà parlé, des huiles, des cires végétales, j'ai oublié la résine de pinacée, la poix, qui est un goudron végétal, et des matériaux aromatiques, cire d'abeille, produits laitiers, matières grasses. Les interprétations qu'on peut faire de ces résultats, alors elles peuvent être nombreuses. Cire d'abeille, trace du bouchon qui scellait le vase, imperméabilisation des parois internes des vases, la cire d'abeille permet de très bien imperméabiliser les parois internes des vases, ingrédient d'une recette d'huile parfumée par la cire d'abeille, témoignage de l'utilisation de miel comme ingrédient d'une recette d'huile parfumée, témoignage de l'utilisation de miel pour la technique de l'enfleurage à froid. Et oui, parce que nous avons Théophraste qui nous le dit. On peut, parmi les techniques de production d'huile parfumée, nous avons l'enfleurage à froid qui se fait dans du miel et dans du vin, et parfois dans du miel, du lait et du vin. Le produit laitier, donc ce dont vous a parlé Nicolas Garnier, imperméabilisation des parois des vases, ingrédient d'une recette d'huile médicinale, d'huile médicinale, et ça c'est peut-être une piste qui est très très intéressante, ou là aussi témoignage de la technique de l'enfleurage à froid dans du lait et du miel. Donc là nous avons trois hypothèses. Matières grasses animales, là ça nous pose, en dehors des produits laitiers, là ça nous pose plus de problèmes. Témoignage de la technique d'enfleurage, ça c'est une possibilité. Ingrédient d'un baume ou onguent à base de graisse d'oie, de graisse de bovin, comme en Égypte, ou ingrédient d'une recette médicinale. Vous voyez que pour chaque produit, donc, nous avons plusieurs hypothèses. Alors, pour valider ces hypothèses, on recourt donc à l'archéologie expérimentale. Mais là, nous n'en sommes qu'à nos débuts. On a commencé l'année dernière et on continue. On a fait reconstituer par donc un potier spécialiste en archéologie donc, des formes de vases utilisées pour la fabrication des huiles parfumées antiques. Et là, c'est une de nos perspectives actuelles, évidemment, que d'intensifier ces recherches
en archéologie expérimentale qui nous donnent beaucoup d'informations, par exemple sur l'utilisation du miel ou sur l'utilisation de la cire d'abeille. Mais nous n'aurons véritablement des résultats probants, je pense, que dans quelques années, dans 2 ou 3 ans. Et voici ce que je ne vous ai pas montré quand j'ai parlé donc de la découverte de produits laitiers donc dans nos huiles parfumées. Cette image qui date, elle est étrusque, seconde moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et regardez ce que fait cette jeune femme. Regardez ce que fait cette jeune femme. Alors, ici, on est dans un contexte très connu de l'orientalisant, donc d'une jeune femme nue qui porte ses mains à ses seins. Mais là, ici, ce n'est pas seulement ça. Vous avez bel et bien une jeune femme nue qui porte les mains à ses seins, mais regardez ici cette gestuelle ici. Donc, elle presse donc l'un de ses seins, tandis que l'autre, elle porte un aribal, car c'est un aribal, sous l'autre sein. Bref, elle est en train d'emplir cet aribal de son lait maternel. Donc là, vous voyez que nous sommes dans le contexte d'un rituel, donc qui peut être confirmé par nos analyses, à savoir qu'on trouve des produits laitiers. Alors, les analyses ne peuvent pas nous dire si c'est donc du lait de femme ou un autre type de lait. Mais vous voyez que l'iconographie, il est souvent difficile de croiser les sources, mais là, l'iconographie peut nous apporter donc des informations très importantes. Et là, je cite donc une collègue, Lydie Baudiou, donc qui travaille, qui est spécialisée ici en particulier dans les huiles médicinales, et qui dans un article récent écrit, l'article récent s'appelle « L'huile et le corps médical ». Elle écrit « Nombre de prescriptions font appel à d'autres corps gras que les huiles végétales, ceux des animaux, le lait, spécifié parfois d'ânesse ou de femme, le beurre ou la graisse animale, de bœuf, de porc, de cerf de chèvre, de mouton ou d'oie. » Et elle nous donne une recette par exemple d'un remède assouplissant. Et cette recette, c'est huile d'oie et graisse d'ovin, cire blanche, résine, parfum aux roses. Ça ressemble fort donc au résultat que nous avons. Nous avons de la cire, nous avons de la graisse animale, nous avons de l'huile végétale et nous avons de la résine. Si bien que, comme j'en arrive à la conclusion, parmi les hypothèses sur les contenus de ces vases à huile parfumée de l'époque archaïque, donc nous serions plus dans le contexte des huiles médicinales, des huiles à dimension médicinale, ce qui expliquerait pourquoi sur un vase étrusque nous avons l'inscription ruta, rue, c'est-à-dire on n'a pas forcément des huiles qui sentent bon. On a fait des reconstitutions d'huiles parfumées à la rue, ça ne sent pas bon. D'où l'expression ruta fétida, la rue fétide. C'est-à-dire que nous sommes dans ce domaine ici d'huiles médicinales qui ne sentent pas forcément bon et qui sont des huiles à dimension magique dans certains cas, ce que l'on peut retrouver dans sur les inscriptions des vases étrusques, et à dimension prophylactique, ici rejet du mauvais sort aussi, mais aussi protection du corps. Alors, comme je vous ai dit, ces vases, en conclusion, nos nouvelles pistes. Actuellement, je vous ai parlé en introduction du lien qu'il y a entre l'époque archaïque et l'époque romaine. En conclusion, je ferai le lien qui peut exister entre l'époque archaïque et les périodes antérieures, c'est-à-dire l'âge du bronze. Nicolas Garnier vous a parlé donc de ce qu'on appelle les cruches ascoïdes sardes de la culture nouragique. Ce sont des cruches donc, qui s'étalent de la fin de l'âge du bronze jusqu'au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'on retrouve en Sardaigne et qu'on retrouve en Étrurie. Et donc elles précèdent l'arrivée des vases à parfum grecs ou gréco-orientaux ou chypriotes. Les archéologues italiens pensaient que ces cruches contenaient du vin. Donc les Sardes livraient du vin en Étrurie. Les analyses faites par Nicolas Garnier prouveraient que ces cruches ne contenaient pas du vin, mais des huiles, là aussi on serait dans le domaine des huiles médicinales. Donc nous aurions en fait dès l'âge du bronze donc l'existence donc, de ces huiles médicinales. C'est-à-dire qu'à l'époque archaïque, on n'aurait inventé que le type de petit contenant qui va faire l'objet d'un grand commerce. Regardez la taille de ces petites cruches. Vous voyez qu'elles tiennent très bien en main. Elles ne font là aussi que quelques centilitres de contenance. Et ce qui m'intéresse aussi, donc vous voyez que, et là on a fait des analyses d'un ensemble, je pense, représentatif, donc de cruches, à la fois découvertes en Sardaigne, mais aussi en Étrurie. Et regardez celle-ci, donc qui est étonnante. Vous avez deux cruches ascoïdes, donc qui sont liées l'une à l'autre. Et sur la partie supérieure de l'anse, qu'est-ce que vous avez? Là aussi, vous avez une représentation féminine. Vous avez une représentation de femme nue,
ici. Et donc là, c'est une cruche de la fin du 8e siècle, début du 7e siècle. Et là aussi, la dimension féminine est peut-être très importante. Alors là aussi, on retrouve des produits laitiers. Évidemment, il est impossible de dire qu'on a du lait féminin donc dans ces cruches, mais je pense que les femmes donc jouaient un rôle éminent, et sans doute les femmes de l'aristocratie pouvaient jouer un rôle éminent et un rôle particulier donc dans la fabrication de ces huiles parfumées, d'où leur dimension sacrée qui est donnée à ces huiles parfumées. Ici, on remonte plus haut dans l'âge du bronze. Évidemment, il y a tous ces petits conteneurs à substances parfumées de l'âge du bronze. Il y a l'amphore à étrier, il y a l'alabastre, et il y a la gourde du pèlerin, ce qu'on appelle la gourde du pèlerin. Vous avez, comme pour ce qu'on a fait pour l'époque archaïque, donc des équipes grecques, des équipes anglo-saxonnes, qui ont fait le même travail que nous pour l'âge du bronze, qui ont travaillé sur l'iconographie. Là, vous voyez un article, par exemple, un très bon article récent, donc sur le crocus et sur le safran à l'âge du bronze, et sur l'utilisation en médecine et dans la parfumerie donc du safran. Donc il y a eu des analyses qui ont été faites à l'intérieur de ces, par exemple, ici de ces amphores à étrier. Et là, vous voyez les résultats de ces analyses. On retrouve de la résine, ou on retrouve de l'huile, ou on retrouve aussi donc des marqueurs du vin. Mais en fait, ces résultats sont assez semblables à ceux que l'on a pour l'époque archaïque. Et le lien qu'il y a, et je pense un lien direct entre l'âge du bronze et l'époque archaïque, c'est ces vases. Ces vases-ci, on retrouve en Sardaigne, on retrouve en Étrurie des gourdes, et on retrouve aussi en Espagne, toujours pour la période archaïque, des gourdes qui sont les imitations des gourdes du pèlerin qui existaient à l'âge du bronze. C'est-à-dire que là aussi, vous avez un fil conducteur. On retrouve en Étrurie, pièce unique, mais elle est quand même parlante, une amphore à étrier étrusco-corinthienne. La forme est typiquement celle de l'âge du bronze. Par contre, tout le décor et les techniques de fabrication sont celles des ateliers étrusco-corinthiens. Ça, nous sommes au 7e siècle, là nous sommes avec ces vases, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là aussi, il y a un souvenir donc, de ces huiles médicinales, de ces huiles parfumées donc, qui existaient dans l'âge du bronze. Donc là, c'est une nouvelle piste de prospection, donc en ce qui nous concerne, d'étudier cette période qui est très mal connue, cette période qu'à une époque, on a pu appeler les âges sombres, c'est-à-dire celle qui va de la chute des palais mycéniens à la période homérique. On va dire en gros du XIIe siècle au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une période pour laquelle les huiles parfumées donc sont méconnues ou inconnues. Mais ce n'est pas parce que justement on n'a pas de petits vases à parfum pour cette période que l'huile parfumée n'existait pas. Donc je suis sûr et certain qu'il y a là aussi un fil conducteur direct entre l'âge du bronze et l'époque archaïque. Mais évidemment, il faut retrouver donc, ce fil. Et on peut le retrouver là aussi par les analyses, en particulier de vases de la fin de l'âge du bronze et de début de l'âge de fer en Italie, par exemple. Et juste pour terminer, pour conclure la conclusion, donc on a cette image qui est très intéressante. Et, donc vous avez plusieurs articles sur l'utilisation du lait en Égypte, par exemple dans les huiles parfumées. Dimension, vous voyez, qui est à la fois rituelle et magique. Donc ici de l'utilisation du lait, alors lait d'une prêtresse, lait d'une divinité, donc dans les huiles parfumées. Alors on pourrait dire que ce rituel ici serait d'origine égyptienne. En fait, ce n'est pas si sûr que ça, parce que quand on étudie le matériel de l'époque villanovienne, alors les villanoviens, c'est ceux qu'on appelle les proto-étrusques, eh bien là on retrouve des vases du 9e siècle, par exemple, donc avant l'époque archaïque. Des vases, alors qui ne sont pas du tout des petits vases à huile parfumée, puisqu'ils n'existaient pas encore à l'époque en Italie centrale, qui sont des vases de plus grande taille, mais qui peuvent faire 15 cm de haut. Et ces vases ont un décor plastique à représentation de seins. Nous avons une représentation d'une poitrine féminine. Mais, donc, nous avons une ouverture au niveau de ces seins. Et pour l'un de ces... Donc, c'est-à-dire que nous avons bel et bien des vases qui sont ici utilisés dans un contexte rituel, où il y avait un liquide qui coulait de ces seins féminins. Mais sur l'un de ces vases, vous avez ici conservé la matière organique. C'est-à-dire, vous avez une matière... Alors, elle n'a pas encore été analysée, vous avez une matière organique résineuse qui coule des deux seins.
Et donc c'est bel et bien la preuve, là aussi, que, évidemment, on peut pas, là c'est plus de la résine que du lait, mais vous voyez que nous sommes dans un symbolique, ici, du lait féminin. Donc ce rituel ici ne serait peut-être pas en être forcément d'origine égyptienne, il pourrait bel et bien être d'origine locale et remonter au début de l'âge du fer. Donc vous voyez que nous avons encore d'amples pistes à défricher, donc pour les périodes plus hautes encore que la période archaïque. Voilà, je vous remercie de votre attention.